Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Emmanuel Macron réélu, qu'attendre de son prochain mandat sur les sujets liés à l'éducation? On en parle tout de suite avec nos invités. Faire de l'écologie une matière principale à l'école, c'est l'ambition que s'est donnée l'association Water Family. Sa chargée de campagne sera avec nous dans quelques instants. Enfin, nous remonterons le temps, comme chaque lundi, avec Loïc Landreau, qui nous parlera du temps où les femmes n'avaient pas le droit de passer le bac. Et oui, cela a malheureusement existé. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité avec Mickaël Dorian. Mickaël, alors on commence évidemment avec les réactions suite au second tour de l'élection présidentielle et la réélection d'Emmanuel Macron. Beaucoup de réactions, notamment dans le monde de l'éducation. Oui, pour commencer, réaction du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Il était sur Europe 1 hier soir. Il a salué une large victoire d'Emmanuel Macron et de son camp. On l'écoute. C'est un score qu'on espérait, donc nous sommes évidemment heureux que le score soit au rendez-vous des espérances. Un soir comme ça, il faut d'abord célébrer la démocratie. Rappelons que ce n'est pas le régime qui est partout présent dans le monde, loin s'en faut. Et ce soir, il faut saluer ce que c'est que la démocratie, saluer tous les électeurs, ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron, mais aussi tous les autres. S'interroger sur les abstentionnistes, bien sûr, et leur dire que le président de la République sera aussi leur président. Et puis voilà, c'est une victoire à laquelle nous tenions, évidemment. Le fait qu'il y ait un grand écart, c'est important pour la force du mandat qui va s'exercer maintenant, et puis pour les projets concrets pour les Français. Jean-Michel Blanquer, qui après Europe 1 et CNews, était ce lundi sur BFM TV. Le ministre a précisé les grandes lignes du nouveau mandat d'Emmanuel Macron, insistant sur le fait qu'il sera fidèle à l'identité politique du président, mais avec aussi des choses nouvelles et que l'écologie sera un thème central. Réaction maintenant de la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Sarah El Haïry, qui était également sur Europe 1 ce dimanche après l'annonce des résultats. Elle a elle aussi salué la victoire du président, mais a aussi pointé du doigt le taux d'abstention très important, notamment chez les jeunes. On ne peut pas accepter qu'il y ait autant d'abstention chez les jeunes en particulier. On ne peut pas s'en satisfaire. Mais dans le fond, fondamentalement, c'est quoi l'enjeu de ces 5 prochaines années? C'est de recommencer dès maintenant une nouvelle méthode. Cette nouvelle méthode, elle est sur les... Bien sûr. Oui. Recommencer une méthode. Oui. Les enfants qui ont voté également pour cette élection présidentielle grâce à ConfKids, c'était évidemment aussi un vote qui est non officiel. Oui, je vous avais déjà donné les résultats du premier tour il y a 15 jours. Deuxième tour donc de ce vote des moins de 18 ans organisé par ConfKids pour le site enfants2022.fr est arrivé largement en tête du vote des enfants. Emmanuel Macron avec 78,8%, c'est 20 points de plus que pour les grands, 21,2% pour Marine Le Pen. Toujours intéressant de connaître effectivement les résultats du côté des enfants, même si ce vote n'est pas pris en compte, on le répète. Il a donc été réélu avec 58,5% des voix. Qu'attendre du prochain mandat d'Emmanuel Macron? Que compte-t-il faire sur le chantier de l'école? On en parle tout de suite avec nos invités. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Aurélie Taquilin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère municipale à Courbevoie. Vous êtes également conseillère régionale d'Île-de-France. Soutien d'Emmanuel Macron. On ne vous demande pas si vous êtes contente. Oui, moi, je suis très heureuse que Emmanuel Macron ait été bien sûr réélu. Et parce que nous avons dans nos communes respectives en fait beaucoup essayé de convaincre, de parler de notre projet, notamment sur l'éducation, sur la santé, sur l'environnement. On va y venir justement. Oui. On va en parler avec nos autres convives, nos autres qui sont avec nous. Norman Gourrier, bonjour. Vous êtes secrétaire général du SNCL, le syndicat national des collèges et des lycées. Merci d'être avec nous. Et également Pascal Vivier qui est avec nous par Skype. Bonjour Pascal. Bonjour Virginie Guillaume. Merci d'être là. Vous êtes secrétaire général du SNETA-FO, syndicat national de l'enseignement professionnel. Alors je voudrais qu'on revienne sur ces premières images qui vous sont extrêmement familières. Forcément, vous Aurélie Taquilin, mais vous aussi, je l'espère, tous les deux, Norman Gourrier et Pascal Vivier. Les premières images d'Emmanuel Macron qui fend la foule au Champ de Mars, comme ça, à son arrivée. Et on le voit, il est là, entouré d'enfants. Tous ces enfants. Mais qu'est-ce que veut dire cette image, tous ces enfants? Aurélie Taquilin, ça y est, est-ce qu'on peut imaginer que ce nouveau mandat est le mandat, enfin, de l'éducation, le mandat des enfants?
Alors déjà, nous avons beaucoup fait sur ces 5 ans sur l'éducation, de grandes réformes, notamment sur renforcer les fondamentaux à l'école primaire, mais également la réforme du baccalauréat. Mais bien sûr, Emmanuel Macron l'a dit pendant toute cette campagne. Je crois que cette image, elle est forte. Ses enfants autour de lui. Il a parlé notamment dans cette campagne de la protection de l'enfance, des défis majeurs qui sont devant nous comme les écrans, mais aussi le harcèlement, le cyberharcèlement. Et puis, il a parlé d'une nouvelle méthode qu'il souhaite impulser au niveau de l'éducation, en vraiment travaillant de façon collective avec toutes les parties prenantes au niveau local. Et c'est aussi ça qu'il veut impulser sur les réformes à venir pour l'éducation. Une image marquante pour vous aussi, Normane Gourrier, celle d'Emmanuel Macron entouré d'enfants qui arrivent, qui font la foule? En tout cas, si on la rapproche de celle d'il y a 5 ans où il marchait parfaitement seul au pied de la pyramide du Louvre, on ne peut y voir qu'un mieux, c'est certain. On préfère voir un président concerné et accompagné par sa jeunesse que marchant seul avec une vision pyramidale. On peut en espérer quelque chose de meilleur, en tout cas. Nouvelle forme de communication politique pour vous, de votre côté, Pascal Vivier? En tout cas, en politique, les symboles sont très forts. Donc ce symbole, il est fort. J'espère qu'il annonce de bonnes choses, qu'on s'occupe et des jeunes et de la jeunesse. Donc ce symbole est fort, bien sûr, et la politique a toujours besoin de symboles. Alors, vous le disiez, effectivement, il a parlé d'un mandat proche, effectivement, de l'éducation, concerné par l'éducation, concerné par les jeunes, par l'enseignement à la fois primaire, secondaire et supérieur. Qu'est-ce qu'on peut en attendre, puisque des réformes, il y en a déjà eu. La réforme Blanquer en est une, elle a été très marquante, très forte. Il y a eu beaucoup de contestations aussi, peut-être des réussites pour certains, mais qu'est-ce qu'on peut espérer comme changement pour les 5 années à venir, en tout cas au moins de ce prisme-là, du côté de l'école? Plusieurs constats aujourd'hui au niveau de l'éducation. On a vu aussi que nos professeurs ne sont pas assez valorisés. Donc il y a tout un travail à faire sur mieux les former. La faute à qui de ne pas valoriser? C'est pas le côté gouvernement? Tout n'a pas été parfait pendant 5 ans, mais encore une fois, les urnes ont parlé. Le président a été réélu pour 5 ans de plus, pour pouvoir aller plus vite sans doute sur différents sujets. Et je crois que les enseignants, il faut mieux les former, il faut mieux valoriser le métier d'enseignant, il faut mieux les payer. On a commencé durant ce quinquennat à mieux valoriser, en tout cas, les débuts de carrière. Mais il y a aussi la question de l'absentéisme aussi des professeurs, auxquels les parents sont confrontés aussi dans les écoles. Et des profs qui ne veulent plus faire ce métier aussi, parce qu'ils sont dégoûtés. Parce qu'il y a tout un chantier à faire, et je pense que ça passe par mieux valoriser le métier d'enseignant, mais aussi leur donner plus de liberté pédagogique. Moi, je le vois à l'échelle de ma commune, à Courbevoie. Il y a plein de belles choses que font certains chefs d'établissement, certains proviseurs. Il faut leur donner la liberté de faire, qu'ils puissent recruter eux-mêmes rapidement, pour que ça soit beaucoup plus efficace aussi. Donc il y a plein de choses à reconstruire. Moi, je crois qu'il faut réinventer notre école et qu'il faut le faire au niveau local, avec toutes les parties prenantes. C'est les élus, les associations, les parents, les élèves, tous ensemble pour pouvoir reconstruire et repenser l'école, la refonder, la rebâtir sur les sujets sur lesquels il faut qu'on avance. Vous rejoignez le point de vue, Normane Gourrier, d'Aurélie Tacquelin? Je serais un petit peu plus pragmatique. On a vu en tout cas au moins une évolution sur le temps de la campagne, puisqu'on a commencé cette campagne avec peu de communication précise de la part d'Emmanuel Macron sur la campagne de cette année, de 2022. La campagne présidentielle 2022, tout à fait, puisqu'on a commencé la campagne avec des intentions, parfois même des malentendus sur exactement la nature du projet éducatif qu'avait Emmanuel Macron pour la France. Et puis ces derniers jours, même jusqu'à l'avant-veille du scrutin, les choses se sont précisées. On a chiffré, on a esquissé un calendrier en termes de revalorisation salariale des enseignants notamment. Donc au moins, on a le sentiment qu'il y a un mieux dans la prise de conscience de ce pôle éducation qui a même été clairement, explicitement présenté comme Emmanuel Macron comme un des 2 grands chantiers du nouveau quinquennat, ce qui n'était pas le cas au début de la campagne. Oui, alors justement, la question se pose du coup, pourquoi l'avoir fait 3 jours avant l'élection? Enfin, c'est quand même assez étonnant. C'est-à-dire que si on a vraiment une prise en compte, c'est une vraie remise en question qui doit se faire avant. Si je peux me permettre, le projet était assez clair quand même. À quelques jours avant le premier tour, on a communiqué sur plein de choses, sur notamment l'orientation. Vraiment mettre le paquet sur l'orientation et donc faire rentrer les métiers au collège dès l'entrée de la 5e. Également, je pense à la voie professionnelle, le lycée professionnel, la voie d'excellence que Emmanuel Macron veut demain, en tout cas, bâtir. Enfin, on va faire réagir justement. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites
à l'issue du premier tour et pas que l'entre-deux tours. Donc, Oui, il y a des choses, mais enfin, c'est vrai que ça s'est fait quand même juste avant le premier tour et le second tour. 2 petites semaines, beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations, voilà. Bon, après, c'est un peu le lot, on le sait, de chaque président, mais enfin quand même, on se pose la question de savoir à quel moment il faut intervenir. Est-ce que c'est pas soit trop tard, soit trop tôt, du coup. Pascal Vivier, par rapport au lycée professionnel, justement. Par rapport au lycée professionnel, j'ai beaucoup d'attentes. Le président de la République nouvellement élu a fait la promesse d'une réforme de l'enseignement professionnel. Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, donc j'en attends une réforme et non une contre-réforme. J'attends une réforme avec les enseignants et pas contre eux. J'attends une réforme avec les entreprises et pas contre elles. J'attends une réforme pour les jeunes, mais permettez-moi de dire quand même que ces résultats, je me sens quand même conforté. Parce que la raison a été exprimée par les Français, et ça c'est une bonne chose. En revanche, je connais bien la sociologie aussi du vote des enseignants, et je ne peux pas ne pas voir qu'il y a 60% des enseignants qui ont voté pas pour Emmanuel Macron au second tour, donc il y a une colère aussi qui s'exprime, et la question de l'éducation est une question hyper importante. Est-ce que ce sera la question prioritaire du nouveau président de la République, ou est-ce que, comme les bonnes intentions, ça terminera sous le tapis ou dans les oubliettes de l'histoire? Donc c'est à nous à faire comprendre que malgré ce temps long dans l'éducation nationale, nous avons besoin d'une réforme, d'une vraie réforme pour d'abord les jeunes, mais également pour l'école elle-même. Et vous parliez tout à l'heure de la colère des enseignants. La première chose qu'il va falloir faire avant de les valoriser, et il faudra le faire, c'est d'abord de les écouter. Ils ont voté pour qui, selon vous, les enseignants, Pascal Vivier? Quand on regarde les sondages, traditionnellement, les enseignants votent plutôt à gauche. Mais là aussi, si on veut encore y croire, c'est qu'on est dans un monde ancien. Les enseignants ont beaucoup évolué et maintenant ressemblent de plus en plus à la même typologie que l'ensemble de la société. Donc on pourrait dire en 3 grandes parties, un tiers de centre-gauche et de centre-droit, on va les appeler les macronistes, un tiers de gauche et de gauche très radicale, et l'autre tiers qui exprime une colère et qui, c'est une surprise dans l'éducation nationale, vont plutôt exprimer leur choix de colère par un vote plutôt nationaliste. Oui, mais justement, au second tour, moi je parle au second tour. Qu'est-ce qui s'est passé au second tour? Les enseignants, les voix se sont reportées sur qui? Sur le vote blanc, sur la non-participation ou sur Marine Le Pen? Parce que quand même, le score est très différencié entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. J'ose croire que les enseignants ont utilisé leurs raisons pour voter. C'est la première des choses. Le reste, je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas à l'Ipsos, l'IFOP ou à l'Institut de sondage. En revanche, ce que j'observe, c'est l'outre-mer. L'outre-mer où le SNETA, mon organisation, est aussi très présente. J'ai observé qu'au premier tour, Jean-Luc Mélenchon arrivait très haut la main et qu'au second tour, c'est Marine Le Pen qui arrivait très haut la main. Donc si on veut en faire des conclusions politiques, moi, la seule conclusion que je peux faire, c'est qu'il y a une vraie colère qui s'exprime d'un côté ou de l'autre. Donc on nous promet toujours des 3e tours, mais là aussi, on n'est pas des perdreaux de l'année, on connaît. Mais en tout cas, il y a une vraie colère et il faut répondre d'abord à cette colère, plutôt que d'avoir des intentions politiques, des intentions pragmatiques. Et ce que je souhaite vraiment, c'est que le président de la République s'en rende compte, je le crois, et surtout qu'on donne ce temps pour entendre les enseignants. Pour l'enseignement professionnel, j'espère une vraie réforme qui puisse réellement valoriser l'enseignement professionnel, réellement une voie d'excellence, réellement une chance pour un grand nombre de jeunes qui actuellement n'ont pas cette chance. Oui, je l'attends. Oui, alors justement, vous allez répondre à Rita Guilhem, bien entendu, à tout ce que vient de dire Pascal Vivier. Norman Gourrier, je rappelle que vous êtes secrétaire général du SNECL, le syndicat national des collèges et des lycées. Est-ce que cette même colère dont parle Pascal Vivier, vous la ressentez, vous, autour de vous, avec les enseignants et tout le personnel éducatif aussi? Oui, bien sûr, on la ressent au quotidien. Elle est le résultat de 5 ans d'une mandature difficile pour les enseignants. Que ces 5 ans-là, pas avant?
Probablement, elle accumule aussi une colère qui vient depuis plus longtemps et aussi une frustration. Mais il faut reconnaître que la manière de faire de Jean-Michel Blanquer restera dans la mémoire des enseignants comme quelque chose d'extrêmement brutal et douloureux. Par la non-communication ? Oui, par le refus du dialogue social, par une forme de décision d'un homme seul contre tous, par des manières fortes et puis quelques réformes qui ont du mal à passer et qu'on appelle à juste titre des contre-réformes. Une réponse, Aurélie Taquilin. Pour l'instant, c'est Jean-Michel Blanquer qui reste ministre de l'Éducation. Oui, tout à fait. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est une victoire qui est historique. Jamais un président sortant a été réélu à part en cohabitation. Et puis, par rapport à 2017... Ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit par rapport à l'éducation. Non, mais je fais juste un point de situation aussi. Je comprends, vous avez raison. C'est qu'aujourd'hui, on a un président bien réélu. Et donc, ça a été le choix également de la continuité, mais aussi, il faut entendre le message, je crois, qui a été donné. Bien sûr qu'il faut aller convaincre les gens qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron. Donc, aujourd'hui, l'heure est aussi au rassemblement, aller parler, écouter. On peut rassembler, quand on est Emmanuel Macron, on peut rassembler aussi bien chez les mélenchonistes que chez les pénistes. En tout cas, il faut entendre les signaux aujourd'hui, les gens qui n'ont pas voté pour nous. Et côté école, ça veut dire quoi alors ? Côté école, ça veut dire augmentation de salaire, ça veut dire quoi d'autre ? Tous les chantiers qu'on a déjà plus ou moins mis sur la table, il faut les continuer, il faut aller plus vite. Faut protéger davantage, il faut être plus à l'écoute et puis mener les vraies réformes dont on a besoin au niveau du pays. Donc ce que je disais tout à l'heure, notamment sur la réforme du lycée professionnel, je pense notamment à l'orientation, je pense aussi à donner plus de liberté à ces enseignants, à ces directeurs d'établissement et puis mieux valoriser le métier d'enseignant. Je crois que c'est hyper important. Mais ça, on le savait déjà avant. Pourquoi ça ne s'est pas fait avant ? Là, on va aller plus vite. Et donc, c'est aussi pour ça que le 3e tour, les élections législatives, il va falloir pouvoir donner une majorité au président de la République pour que nous puissions agir plus vite, plus fort. Vous y croyez maintenant, que c'est compliqué compte tenu des résultats qui ont été donnés au premier tour. Vous pensez qu'une majorité peut s'opérer aussi côté... Moi, j'y crois, oui. Ouais. Moi, je pense que les Français ont fait un véritable choix historique et sans doute, ça se confirmera dans les urnes aux législatives. Mais encore, c'est un combat. Moi, je suis une femme politique, j'ai livré des combats, demain j'en porterai également. C'est un combat, il faut dévoiler son projet, aller convaincre. Donc c'est ce que nous allons faire. En tout cas, nous avons été élus sur le projet d'Emmanuel Macron et nous le porterons aux législatives. Toute réforme ou toute application de réforme est assez longue, on le sait. On espère qu'elle ait été effectivement enclenchée avant cette deuxième élection d'Emmanuel Macron. Donc du coup, la revalorisation, je vais y arriver, des salaires, ce serait pour quand, de manière effective ? Vous imaginez ça ? Oui, le président Macron a précisé les choses. 10% en 2023 ? Une revalorisation de 10%, à hauteur de 10% en 2023, donc qui est une vraie revalorisation. Donc ça, c'est aussi une précision qu'on attendait, puisque dans le début de campagne, Emmanuel Macron avait commencé en précisant juste qu'il proposerait aux enseignants de travailler plus pour gagner plus, c'est-à-dire une augmentation salariale. Cette fois-ci, il a vraiment dissocié cette opportunité qu'il veut développer d'une revalorisation sans contrepartie. Voilà, exactement. Ouais. D'une revalorisation sans contrepartie à hauteur de 10%. Et il a aussi précisé que ça n'était pas à confondre avec les négociations déjà en cours à propos du dégel du point d'indice qui concerne toute la fonction publique et également les enseignants. J'aimerais juste revenir rapidement sur le caractère historique qu'a présenté à l'instant sur ce vote, parce que pour moi, c'est toujours difficile à entendre et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent mal percevoir les choses quand on présente comme historique ce résultat d'Emmanuel Macron. Rappelons-nous quand même que Jacques Chirac, lorsqu'il terminait son premier mandat et qui n'était certainement pas le président le plus aimé des Français à ce moment-là, et qui s'est retrouvé au second tour... Il en a fait des marchés, hein. Il en a mangé des saucissons. Face à Jean-Marie Le Pen, avait été réélu avec plus de presque 90% des voix. S'il y a une chose historique dans ce vote, pour moi, c'est 40% de vote à un parti d'extrême droite en France depuis la Libération. C'est ça qui est historique et qui est extrêmement inquiétant. On n'est plus du tout dans la même situation. Aujourd'hui, il faut le dire, on a un pays assez fracturé. Les Français sont très inquiets. Moi, j'étais sur le terrain. Je vois bien qu'après les Gilets jaunes, après la Covid et la guerre en Ukraine, aujourd'hui, on a une vraie inquiétude. Alors, tout n'est pas de la faute de notre président, mais on peut comprendre aussi que les Français dans cet état, aussi à cause des politiques menées. Je crois qu'aujourd'hui, le contexte, il y a beaucoup joué. On voit cette hausse des prix de l'énergie, on voit cette question du pouvoir d'achat très prégnant. Non, je crois qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il va falloir agir très vite et qu'il va falloir se mettre rapidement au boulot, moi, je pense. Alors, les maths et le français, ça, c'est le grand truc. Je dis le grand truc, non pas pour le minimiser,
mais c'est la réforme, ou en tout cas la préoccupation maximale. On est les plus mauvais en maths en Europe. Le français, c'est pas terrible non plus. On a un vrai problème de valeur là-dedans. Emmanuel Macron en a reparlé, notre président en a reparlé. Il souhaite le retour obligatoire du français et des maths au lycée. Qu'en pensez-vous, tous les trois? Aurélie Tacquilin, en 2 secondes, parce que j'imagine que... Bien sûr, j'adhère. Parce que par rapport à la réforme du bac, effectivement, on avait sorti un peu les mathématiques. Et donc là, l'idée, c'est de remettre, un peu beaucoup, vous avez raison, c'est de remettre effectivement les mathématiques dans le socle commun. Et donc, c'est une bonne chose. Moi, on a une petite mini-génération quand même de 5 ans, là, de non-filles en section ingénieur et d'enfants qui ne seront pas très très bons en maths aussi à cause de ça. Non, mais c'est indispensable, ça c'est... Et oui, exactement. Pascal Vivier, votre avis là-dessus? Est-ce qu'on n'est pas trop en retard déjà pour remettre dans le tronc commun maths et français? Alors sur le lycée général, certainement, mais si on veut vraiment reformer nos jeunes aux mathématiques, au français, allez, on va faire simple. Disons qu'il faut redonner des bases. Donc je crois que les réformes qui ont eu lieu sur le premier degré vont dans ce sens. Il faut maintenant s'atteler au collège. Nous ne pouvons pas attendre que des jeunes sortent du collège sans maîtriser les bases des mathématiques, du français, mais également de l'orientation et d'un choix de perspective. J'allais dire, c'est la culture générale. Est-ce qu'on reste dans le socle commun des connaissances qui, au final, pour un grand nombre d'élèves, ne maîtrisent pas, ou est-ce qu'on décide d'avoir un socle commun culturel dans lequel il y a les mathématiques, le français, mais également l'histoire des métiers, de l'économie, l'orientation. C'est aussi sur un temps long. Je ne crois pas qu'en remettant 1 heure de mathématiques en plus, ça réponde à la difficulté que la France peut avoir dans les évaluations internationales. En revanche, s'atteler très tôt à ce que les élèves aient les bases de français, de mathématiques, de culture générale, d'orientation et d'économie et d'histoire des métiers, je pense que ça ferait du bien. Donc là, c'est un vrai débat qu'on doit avoir, et sur la place du collège, mais avoir une réforme sur le lycée général sans s'atteler au collège et sans s'atteler à l'enseignement supérieur, qu'il soit l'enseignement supérieur court ou l'enseignement supérieur long, ce sont des réformes qui sont vouées, selon moi, à l'échec. Donc on va voir quelles sont les priorités du nouveau président réélu. Pascal, quand vous parlez d'orientation par rapport aux maths et au français, ça veut dire quoi, orientation? Une matière qui serait la matière orientation? Rentrer les métiers, en fait, dès l'entrée au collège, en fait, dès la 5e. Je pense c'est ça, Pascal? C'est aussi une vraie difficulté. Moi, je le vois, les enfants, si vous êtes dans une famille favorisée, vous allez être plus susceptible à être orienté vers telle ou telle filière. Voilà, donc je pense que pouvoir donner, dès le collège, faire rentrer les métiers, d'avoir vraiment des métiers... des personnes qui vous parlent de leur métier, ça c'est aussi une façon Alors, ça vous va bien aussi, Pascal Tacquilin? J'aurais pu vous appeler Pascal. Oui. Pascal Vivier, la réponse, parce qu'Aurélie répond à votre place. Dites-moi, c'est ça, c'est exactement ce que veut dire Aurélie? Alors bien sûr, en tout cas j'adhère aux propos d'Aurélie Tacquilin, mais je pense qu'il faut savoir ce dont les jeunes doivent avoir comme minimum commun entre eux. Donc si c'est pour faire une préorientation avec des jeunes qui d'un côté seraient pas bons et découvriraient les métiers, et de l'autre côté il y aurait les bons qui font les mathématiques, la question des mathématiques en France, elle est très particulière. C'était la discipline qui permettait de faire une sélection après le bac. Bref, vous avez les maths sup, maths spé, et puis vous aviez les écoles d'ingénieurs. On s'aperçoit aujourd'hui qu'avec moins de mathématiques, l'orientation est plutôt genrée. On s'en rend compte seulement maintenant, c'est-à-dire que les jeunes filles choisissent moins les mathématiques. Je crois que tout ça, ça doit se faire beaucoup plus tôt. Redonner goût aux mathématiques, redonner goût au français, mais surtout à la culture générale. Qu'est-ce qu'on a entre vous et moi, entre mon collègue et notre élu, ce qu'on a de commun, et comment on peut faire France? Aurélie Tacquilin l'a dit, ce pays est totalement fracturé. Il l'était généralement en 2. Aujourd'hui, il est en 3, et avant d'aller donner des réponses, il faut écouter tout le monde. Il va falloir redonner confiance. Je ne suis pas sûr qu'on puisse aller convaincre. D'abord, il va falloir écouter, prendre le temps, prendre le pouls dans l'ensemble des territoires,
puisque les territoires s'expriment différemment, et ensuite on pourra s'atteler à un vrai débat sur la place de l'école. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Virginie Guillaume, le souci de l'éducation, c'est qu'on est sur le temps long. Tous ceux qui veulent immédiatement une réforme avec immédiatement des résultats se trompent, ou alors ils font de la politique. Oui, on sait que quand une réforme est mise en place... Dans ces cas-là, il faut repenser entièrement l'idée d'un quinquennat. Il faut revenir au septennat ou voire plus, parce que de toute façon, on aura toujours cet éternel problème. Donc là, Emmanuel Macron, en l'occurrence, à l'occasion de faire un deuxième mandat, il faudrait quand même que tout ce qui a été enclenché avant puisse continuer maintenant. Votre avis, Norman Grenier, sur la question? Oui, une idée qu'on avait avancée, c'était de proposer au ministère qu'il n'y ait pas de réforme structurelle engagée avant qu'un bilan ait été tiré des précédentes. Ce serait le minimum déjà pour s'assurer que les choses fonctionnent correctement. Mais combien de temps dure un bilan en point de vue administratif? Au moins, ne serait-ce qu'un an pour tirer le bilan de la réforme précédente. Parce que là, on voit bien que dans les propositions d'Emmanuel Macron, c'est une mini-réforme du collège qui s'esquisse déjà. Il y a un certain nombre de choses qui sont mises sur la table. Pour l'instant, on a une liste de bonnes intentions, mais ça manque cruellement de précision horaire, parce qu'il dit on va remettre des mathématiques et on va renforcer les fondamentaux au collège. Tout le monde est d'accord avec ça. On va faire plus de sport. Très bien. Oui, 2 heures de sport. 30 minutes de sport dès l'école primaire. Oui, bon, ça, à l'école primaire, c'est déjà à 30 minutes, c'est ce qui est déjà préconisé pour les instituteurs et les professeurs des écoles. Donc, il n'y a rien de nouveau. Mais au niveau du collège, ce serait du temps supplémentaire. On parle aussi de développer les enseignements artistiques et culturels. Personne ne va être contre ça. Et informatique. Et aussi de faire cette découverte professionnelle qu'on a estimée à une demi-journée par semaine, une demi-journée hebdomadaire. Découverte. Une demi-journée, c'est le temps de français pour un élève de 5e dans son emploi du temps. C'est-à-dire qu'on va faire de la découverte professionnelle à la même hauteur que le français. Comment on fait un emploi du temps avec tout ça? Alors que déjà, on se plaint déjà du rythme scolaire et du temps horaire des enfants, qui sont extrêmement fatigués, qui arrivent quand même à 8h, 8h30, et qui repartent souvent vers 17h30, 18h de l'école. Sur le papier, personne n'est contre ces propositions, mais après, il y a la quadrature du cercle, mettre tout ça dans un emploi du temps rationnel. Donc ça veut dire quoi? En gros, là, on est au lendemain donc, du second tour, au lendemain de la réélection de notre président Emmanuel Macron. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la priorité, c'est augmenter, c'est le salaire des profs. En priorité, c'est calmer déjà, c'est pouvoir rassurer et dire on vous considère, parce que les profs ne se sentent pas considérés aujourd'hui. Dans toutes les enquêtes d'opinion qu'on a faites, ça n'a jamais été présenté comme la première préoccupation des enseignants. Certes, les enseignants ont été déclassés socialement et ont perdu en pouvoir d'achat d'une manière impressionnante dans les 40 dernières années, près d'un tiers de pouvoir d'achat perdu depuis les années 80. C'est colossal. Bien sûr que les enseignants espéraient avoir un salaire à la hauteur de leur fonction et aussi de leur formation, puisque depuis quelques années maintenant, ils ont besoin d'un bac plus 5 pour enseigner. Vous pouvez redire, s'il vous plaît, le salaire de base d'un enseignant qui démarre et 10 ans après? Enseignant certifié, première année, 1 800 € brut, donc 1 417 € net à peu près. Voilà. Ok, au bout de 10 ans, on peut espérer combien? Au bout de 10 ans, on peut espérer approcher les 2000, 2100. D'accord. Et à la retraite? Enfin, juste avant la retraite? À la retraite, alors bien sûr, là, ça va être très inégal d'une personne à l'autre, mais on peut espérer avoir 3000 ou 3200 de revenus sur la dernière année. Professeurs, enfin enseignants, infirmiers, agriculteurs, ouvriers, tous ceux qui font la force de ce pays sont mal payés. Donc il y a un moment, il faut pouvoir réagir, il faut pouvoir repenser le système. Il y a les comparatifs européens qui montrent que la France paye mal ses enseignants. Il y a un certain nombre de choses qui font que c'est une question importante. Mais quand on interroge les enseignants, le cadre de vie de classe, l'autonomie dans le travail, le bien-être des élèves passe en priorité pour eux avant la demande du pouvoir d'achat. Donc ce sont aussi des choses auxquelles il faut répondre. Aussi le rétablissement de l'autorité. On a des problèmes de violence scolaire et de non-respect de l'autorité de l'enseignant. Ça, c'est très important aussi pour les enseignants. Donc il faut mieux valoriser pour rendre plus attractif le métier d'enseignant, parce qu'on ne trouve plus d'enseignants. Et oui, il y a aussi la crise du recrutement. Et d'ailleurs, vous parliez des mathématiques tout à l'heure, on parle de remettre la mathématique au lycée, mais nous, au SNCL, on s'interroge, comment remettre 2 heures de mathématiques dès la rentrée prochaine au lycée sans professeur de mathématiques? Parce que c'était très facile de fermer les postes, de ne pas renouveler les contrats des contractuels de professeurs de mathématiques, mais demain, il faut 900, 1000, 3000 personnes. Les retrouver et pouvoir aussi les remotiver, mois, effectivement. Ça paraît impossible. Et puis moi, je pense aussi qu'il va falloir repenser l'éducation au niveau des territoires. Il va falloir écouter les territoires, parce que moi, je crois que dans les territoires, il y a beaucoup de belles choses qui se font. Quand vous dites territoire, ça veut dire nos communes, à l'échelle de Courbevoie, il y a vraiment des choses, par exemple, je ne vais pas parler pour ma commune, mais il y a des choses
qui sont mises en place de façon expérimentale, qui sont innovantes et qu'on pourrait prendre et faire remonter au niveau national pour pouvoir le multiplier. Je pense qu'il faut que les territoires soient sans doute plus écoutés aussi. Et oui, sans doute, effectivement, au niveau des maires et adjoints et communes, que tout se passe et que tout bouge. Bon, merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois d'avoir été avec nous au lendemain de cette élection d'Emmanuel Macron. Merci, Aurélie Tacquilin. Merci. Je rappelle que vous êtes conseillère municipale à Courbevoie, également conseillère régionale d'Île-de-France, soutien évidemment d'Emmanuel Macron. Norman Gourrier, merci aussi d'avoir été avec nous, secrétaire général du SNCL, Syndicat national des collèges et des lycées, ainsi que Pascal Vivier, qui est avec nous de Skype. Merci, secrétaire général d'ISNETA EFO, Syndicat national de l'enseignement professionnel. J'espère vous retrouver vite tous les trois. J'aime beaucoup quand vous êtes avec moi. Au moins, on fait avancer le débat. Merci à vous. Restez avec nous. On se retrouve juste après la pub. On parlera d'écologie à l'école. À tout de suite. De retour sur le plateau du Grand JT, nous sommes avec Charlène Cardozo. Bonjour. Bonjour. Ravie de vous avoir sur le plateau du Grand JT avec Mickaël Dorian. Vous êtes chargée de la campagne écologie à l'école. Alors, quel est le projet que vous proposez, Charlène ? Alors, c'est un projet collectif qu'on a lancé début mars à l'attention des candidats à la présidentielle. Donc aujourd'hui, maintenant, on sait qui c'est. Mais à l'époque, on a interpellé tous les candidats, quel que soit leur parti politique, pour qu'ils intègrent dans leur programme la volonté d'inscrire l'écologie comme une nouvelle matière à l'école, de l'école primaire jusqu'aux universités, et que cette nouvelle matière, elle soit enseignée en classe et en pleine nature. Et alors, comment ont été accueillies vos propositions par les différents candidats ? Si on parle des plus grands, il y en avait quand même pas mal, mais on ne va pas les citer tous. Alors, on les a tous interpellés. On a eu la chance de rencontrer plusieurs conseillers qui l'ont tous bien accueilli, même les conseillers de l'actuel nouveau président, enfin président sortant qui a été réélu. Donc on a été très surpris au départ de voir que ce sujet-là était plutôt bien accueilli et de la population civile, des entreprises, des associations, des ONG, mais aussi les représentants des candidats. Est-ce que le rapport du GIEC a aidé à ce que tous prennent conscience de l'importance de l'écologie et du soutien actuel, même à l'école ? Oui, je pense. Malgré tout, il reste encore une grande confusion à ce qu'on met derrière le mot écologie. Nous, ce qu'on rappelle, c'est que c'est une science à part entière. Enfin, c'est une science qui étudie tous les écosystèmes, toute la vie terrestre, des animaux, des humains, des végétaux, des bactéries, des virus, dans leur milieu de vie et toutes les relations qu'ils entretiennent ensemble. Donc, on a voulu remettre l'écologie comme une science et pas comme une opinion ou une idéologie. Une matière qui pourrait être enseignée au même titre que les maths et le français, en fait. Exactement. Ça voudrait dire quoi, par exemple ? Ça ressemblerait à quoi ? Nous, on se pose la question au plateau avec Mickaël. L'écologie enseignée dans une grande ville comme Paris, ça ressemblerait à quoi ? Eh ben, ce serait des sorties pédagogiques en pleine nature. Alors, ça peut être de la nature en ville. Hein. La nature n'est pas réservée qu'aux campagnes. Donc, il y aurait des sorties découvertes au bois de Boulogne. Dans la Fondation Bout de Planète, par exemple, qui est un des soutiens de notre campagne et qui a signé le manifeste, nous invite les classes sur le lieu de la Fondation pour faire des sorties en pleine nature. Donc voilà, ça peut être un exemple. C'est une façon aussi de sensibiliser les élèves, peu importe leur âge, effectivement, à ce qu'est une plante, à ce qu'est un nuage, à l'importance, par exemple, de l'eau et de la pureté de l'eau si on est près d'un fleuve ou d'une rivière. Exactement. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a eu déjà des avancées, on les souligne dans notre manifeste, il y a eu des avancées de fait sur l'éducation à l'environnement et au développement durable, et aussi l'instauration de ce qu'on appelle les aires maritimes éducatives ou les aires terrestres éducatives.
il y en a plus de 600 en France, où en fait les enfants, ils sont amenés à étudier et à protéger des aires naturelles près de leur école, et avec des enseignants, et puis en fait à eux de proposer des solutions pour protéger ces aires naturelles. Donc les outils existent déjà, il suffirait de les amplifier et de les encadrer dans une nouvelle matière qui serait l'écologie. Oui, parce qu'on a remarqué finalement que chacun, dans son petit microcosme, alors au sein de sa famille, de sa communauté, des gens qu'il fréquente, finalement a une vraie sensibilité à l'écologie et souvent est moteur au sein de son village, de son école, de sa commune, de plein d'actions justement pour pouvoir soit reboiser, replanter ou préserver tout simplement un lieu. Donc est-ce que c'est aussi peut-être les Français qui eux-mêmes font bouger les lignes davantage que les politiques, à votre grand regret ? Bien sûr, et c'est aussi une force parce qu'on se dit, là voilà, avec tout ce qu'on fait avec la Water Family, on s'est rendu compte qu'un enfant touché, sensibilisé, avec nos programmes pédagogiques, ce sont 7 adultes qui sont finalement sensibilisés. Parce que quand ils rentrent chez eux le soir, ils viennent avec plein de questions et ils proposent des choses. Et tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire nous aussi? Est-ce qu'on peut faire un potager? Est-ce qu'on peut planter des arbres? D'où vient notre eau? Comment faire pour la protéger? Donc c'est vraiment l'intérêt effectivement, développer la conscience de l'enfant, mais aussi des adultes qui entourent les enfants, quoi. Alors comment réagissent-ils justement ces parents, ces adultes dont vous parlez, puisque au départ ils ne sont pas du tout habitués à ça, ils ne savent pas forcément qu'ils vont avoir des cours potentiels d'écologie à l'école? Tout à fait. Alors, il y en a qui sont très partants, hein. On a aussi des parents d'élèves, mais aussi des éducateurs et des directeurs et directrices d'écoles, d'établissements qui sont à fond, avec qui on travaille chaque année avec la Water Family. Et en fait, ils sont preneurs, ils demandent en fait à avoir de la matière, la matière pédagogique, quoi, pour comprendre comment est-ce qu'on peut agir au quotidien. Au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron, le président veut faire de la France une grande nation écologique. Je le cite, c'était au bout de quelques minutes du discours. Vous en pensez quoi? J'imagine que vous êtes contente, mais est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est faisable? Et comment ça va se manifester? Je pense qu'à tous les niveaux, que ce soit pour l'énergie, pour le logement, pour la préservation des espèces naturelles et puis des espaces naturels, des espèces, et pour ce qui est de l'éducation, évidemment, on est très content que ça soit une ambition qui est clairement affichée. Maintenant, on attend les actes. Vous, votre conscience écologique, elle a démarré quand exactement? Très petite? À titre personnel? Oui. Bien sûr, oui, très, très jeune, j'avais à peu près 10 ans. Et très tôt, en fait, j'ai voulu partir dans un cursus d'études supérieures qui soit en lien avec la protection de l'environnement. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai Bac+6 en poche pour étudier les hydrosystèmes et la manière dont on peut gérer la ressource en eau. C'est vraiment un enjeu d'avenir et en fait, le message que porte la Water Family, c'est ça, c'est l'eau, c'est une porte d'entrée vers l'écologie, parce que l'eau, c'est la vie et elle est partout. Est-ce que vous allez aussi sensibiliser les écoles de la même manière, au-delà de la matière que vous voulez enseigner, au même titre que les maths et le français, je disais, est-ce que vous allez sensibiliser aussi les écoles par rapport à la cantine et à ce que l'on met dans l'assiette de nos enfants? Alors oui, bien sûr, l'alimentation, c'est le cœur du message de la Water Family. En fait, on dit chaque jour, on consomme 4150 litres d'eau par jour et par Français. 150 litres d'eau sont visibles et 4000 litres sont dits invisibles. C'est la fameuse empreinte eau. Et dans les 4000 litres d'eau, il y a 3000 litres d'eau qui sont dépensés directement dans notre alimentation. Et donc, c'est une très bonne nouvelle. Si on pouvait changer notre alimentation, évidemment, on pourrait réduire cette empreinte. Et on découvre qu'il y a plein de solutions. Et ce ne sont pas des solutions qui nous privent de quelque chose. On est là pour encourager, mais pas interdire ou pas culpabiliser, etc. Donc évidemment, l'alimentation collective, c'est vraiment un levier d'action extraordinaire pour toucher à notre empreinte eau. Parce qu'on parle surtout d'empreinte carbone, mais très rarement de l'empreinte eau.
Et oui, on peut continuer à manger de la viande, mais de manière responsable. On peut continuer à manger du poisson, mais de manière responsable. Mais évidemment, on devra aller vers des modes d'alimentation moins carnés, mais de manière plus responsable. Ce qu'on dit, c'est consommer moins et mieux. Et concrètement, qu'est-ce que vous pourriez proposer pour les cantines scolaires, pour les modes de consommation collectifs ? Alors, on ne peut que appuyer, on ne va pas proposer ce qui est déjà en place, mais appuyer les récentes lois, la loi Egalim qui demande, enfin, en tout cas qui impose aux écoles la restauration collective d'augmenter considérablement la part des produits en bio et en local. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est effectivement, dès qu'on importe des produits transformés à l'étranger, l'empreinte eau est très importante. Donc, si on relocalise notre alimentation, on va réduire notre facture en eau. Ça, c'est automatique. C'était une des propositions de certains candidats à l'élection présidentielle cette année ? Oui, bien sûr. Et je pense que cette idée, elle est largement admise, même des parents d'élèves et même des directions d'école. Merci beaucoup à vous, Charlène Cardozo, d'avoir été avec nous. Charlène Cardozo de la Water Family, chargée de la campagne écologie à l'école. Donc une matière qui sera enseignée au même titre que l'histoire géo, le sport, le français, les maths, pour être en prise de conscience justement écologique. Merci d'avoir été là. À bientôt, Charlène. Merci. Allez, tout de suite, c'est la chronique de Loïc Landreau qui nous rejoint sur ce plateau. Alors, cher Loïc, bonjour. Bonjour. On va découvrir aujourd'hui avec vous qu'avant, les femmes ne pouvaient pas passer le baccalauréat. Et oui. Non. Incroyable quand même. Et pour bien comprendre, on va commencer par revenir sur la création du diplôme. Et oui, avec peut-être un peu d'étymologie pour commencer. Vous savez ce que ça veut dire, baccalauréat ? Dites-nous. Ah, ça veut dire couronne de laurier. C'est beau, comme celle qu'on posait évidemment sur la tête des empereurs ou des vainqueurs dans l'Antiquité. Et c'est une épreuve qui est apparue, figurez-vous, au XIIIe siècle. Elle est très très ancienne. C'était au sein de l'Université de Paris, qui était l'une des plus importantes à l'époque et qui est d'ailleurs devenue la Sorbonne. En fait, c'était le premier grade qu'obtenaient les étudiants avant la licence et le doctorat. Mais cette université, parce qu'elle a été tenue et créée par des religieux, a été supprimée à la Révolution française, puisqu'effectivement, à cette époque-là, on essaye d'effacer un petit peu tout ce que l'Église avait comme mainmise sur plein de sujets. Et donc, l'université est supprimée et le baccalauréat est supprimé également. Mais il va faire un retour triomphal en 1808, on dirait que je suis belge, en 1808, sous la houlette de Napoléon Bonaparte. Donc Napoléon, il en remet 2, un en lettres et un en sciences à la fin du secondaire pour permettre donc d'accéder aux études supérieures. Oui, sauf que depuis le début de vos chroniques, vous nous dites qu'en fait, au 19e, il n'y avait que les garçons qui allaient dans le secondaire. J'adore parce que vous êtes extrêmement attentive à tout ce que je vous raconte. Ouais, il vous reste même des choses. Il est charmant. Non mais c'est génial. Pour une femme, c'est fou quand même. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est pas vrai. C'est incroyable ça. C'est pas vrai. Elle a la moitié d'un cerveau. Je suis animatrice de télé, je vous le rappelle. Vous n'êtes pas gentil, vous me faites passer pour ce que je ne suis pas. Non, ce que vous êtes. Donc effectivement... Les filles... Poursuivez, mon petit. Allez-y, mon petit chat. Effectivement, les filles suivaient les cours élémentaires et juste après, soit on les envoyait dans leur pénate pour apprendre à tenir un foyer avec leur mère, soit elles étaient envoyées dans des congrégations religieuses. Donc, les bacheliers n'étaient que des hommes, c'est vrai. Il n'y avait que quelques femmes, en fait, qui pouvaient accéder plus ou moins à ce qui ressemblait à un baccalauréat, mais elles étaient de la bourgeoisie. Et encore, on leur apprenait pas la même chose. On leur apprenait les langues, la couture, le dessin, la musique, alors que les épreuves du bac, c'était le latin, le grec, les sciences et la littérature. Donc elle partait perdante dans tous les cas. Eh bien, c'est exactement ça. Mais il y a une femme, chers amis, qui va résister au sexisme ambiant. Elle s'appelle Julie Victoire d'Aubier. C'est une enseignante qui a voulu montrer que les femmes valaient autant que les hommes. Donc elle se met à apprendre le grec. Vous avez du mal à le dire quand même. Mais pas du tout. Mais qu'est-ce qu'elle lui parle? Mais c'est pas vrai. Je suis pauvre. Mais arrêtez. Alors, donc, elle apprend le grec, le latin, la zoologie, les sciences, etc. Et elle demande à passer le bac à la Sorbonne. La Sorbonne qui refuse 3 fois de suite. Ils veulent pas.
Eh ben oui. Pourquoi? Mais attendez, ils veulent pas, pourquoi? Ben non, mais c'est du sexisme clair et net, parce qu'en plus, il n'y a rien dans la loi qui interdit les femmes à passer le bac. Donc, en fait, c'est juste parce qu'ils veulent pas qu'on dise que c'est la première université qui laisse une femme passer le bac. Oula, faut pas être trop avant-gardiste. Ben oui, on sait jamais de ce qu'on peut dire pour eux. Du coup, Julie Victoire Daubié, elle se tourne vers l'université de Lyon, où elle avait présenté un essai quelques années avant, et elle avait obtenu un prix dans cette université. Et l'université de Lyon, donc, accepte enfin. Donc, elle passe le bac, elle a 37 ans, on est en 1861, et là, voici la pionnière, c'est elle. Et donc c'est elle qui fait bouger les mentalités? Alors oui, un petit peu, mais pas vraiment en réalité. Il n'y a pas eu un engouement dingue en fait. Derrière son exemple, les femmes ne se sont pas inscrites majoritairement, mais ça avance un petit peu. D'abord en 1880, avec la possibilité pour toutes les filles enfin d'accéder au secondaire. Ça y est, c'est fait. Malgré tout, néanmoins, c'est une redondance, mais c'est pas grave. Malgré tout, néanmoins, les programmes sont encore très différents de ceux des garçons. Et donc, ça ne permet pas aux femmes de performer au bac. Mais en 1906, l'école normale catholique ouvre à Paris justement pour accompagner les femmes jusqu'au bac, même s'il faut encore payer des cours particuliers pour étudier les mêmes programmes. Donc vous voyez, il n'y a que les femmes un peu bourgeoises qui pouvaient y accéder encore. Étonnamment, c'est l'école et l'Église qui amènent finalement les femmes. Exactement, elle s'est un petit peu rattrapée, effectivement. Et donc, 1909, il n'y a que 100 femmes qui sont inscrites au baccalauréat. Après la Première Guerre mondiale, on met en place un baccalauréat spécifiquement féminin pour promouvoir leur accès à l'enseignement, à la fonction publique. Et il faudra attendre 1924 pour que les filles et les garçons aient les mêmes programmes et passent donc les mêmes épreuves. Mais c'est pas encore gagné. Non, c'est pas encore gagné parce que pendant l'occupation, je vous en avais un petit peu parlé, les femmes, les jeunes filles en tout cas, sont envoyées dans les écoles ménagères pour devenir de bonnes épouses. Donc du coup, ça les casse un petit peu dans cet élan. Et c'est après la libération seulement que l'accès de toutes les femmes au baccalauréat va se démocratiser. Et la date à retenir, c'est 1971, c'est l'année où il y aura enfin autant de femmes que d'hommes qui passent le baccalauréat. Écoutez, voilà. Merci beaucoup, c'est parfait, on apprend plein de choses. Voilà une dernière petite blague, un truc, un sabre, je sais pas, quelque chose de géant. Alors non, mais j'ai une blague, mais elle n'a rien à voir avec le bac, je vous la fais quand même. Ah oui, alors, que demande Dark Vador quand il va à la boulangerie 3 pains et 2 tartatins. Parce qu'il fait pain, 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 tartatin, tartatin. Merci beaucoup. Merci. Je l'aime beaucoup. Effectivement, ça n'a rien à voir avec le bac. Absolument rien. Vous m'avez demandé une blague, j'ai fait celle que j'avais. J'aime beaucoup. Voilà, donc on est viré demain, mais c'est pas grave. Allez, tout de suite, place à Souvenir d'écolier avec Malika Ménard. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi, cette semaine, Sandra Lou. Bonjour Sandra. Salut, tu vas bien? Oui. Alors, on se tutoie? Ah oui, du coup, je suis partie sur le tutoiement direct. Allez, on y va. Tu es comédienne, animatrice. Et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on t'a découvert en tant que Miss à la fin des années 90. Et tu as même participé au concours de Miss Monde, représenter la France à Miss Monde en 99. Ouais, c'est un truc de dingue. C'est le comité opposé, celui de Madame de Fontenay. Je me suis retrouvée là-dedans par hasard et puis embarquée dans la même eau du bain, si tu veux, sur le concours de Miss Monde. C'était vachement cool, on était 94, donc belle expérience. Tu n'as pas honte qu'on te reparle de ça? Pas du tout. J'assume tout ce que j'ai fait. On n'a pas sorti un dossier? Non, ça va, aucun dossier. Et en plus de ça, je suis très contente parce que ça m'a aidé. Alors, peut-être qu'on pourra en parler pendant des heures, mais ça m'a aidé à être moins timide et à m'assumer en tant que femme. Et c'est là toute la nuance avec les personnes qui sont un peu féministes et qui disent que c'est pas bien pour la position de la femme. Moi, je suis pas d'accord parce que ça m'a réellement beaucoup aidée. Et après, on t'a surtout vu toutes ces années en télévision en tant qu'animatrice. Et tu t'es également reconvertie dans le média training. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, depuis à peu près 5-6 ans. Donc j'ai décidé de lever le pied un peu sur la télé. Ça faisait 20 ans que je faisais de l'antenne. J'ai fini sur TF1 avec l'after de Danser avec les stars. Et j'ai senti comme un moment de flottement où je me suis dit, je ne me reconnais pas là-dedans, j'apprends plus rien, plus aucun challenge. Et je crois que ça me frustrait beaucoup. Et j'ai commencé à développer d'autres choses à côté. Donc j'ai fait des bouquins, j'ai fait du doublage, du podcast, parce que ça c'est cool. Et je suis arrivée très naturellement aussi au média training, d'abord dans des écoles de communication et de journalisme, et puis de fil en aiguille, maintenant j'aide pas mal de grands CEO de boîtes, que ce soit pour, je vais pas dire les noms, mais bon, des grandes boîtes. Vas-y. Donc non, mais ça peut passer de Bouygues, Dior, Printemps, etc. Et je coach tous ces gens-là et ça me fait vraiment plaisir parce que ça marche bien, je suis épanouie. D'autres projets?
Toujours des projets. Moi, mon projet principal, je t'avouerai, c'est d'être la plus épanouie possible dans mon travail. Donc, si c'est dans le média training, ce sera le média training. Si à un moment donné, je me lasse du média training, que je veux reprendre justement l'animation, j'y reviendrai. J'ai pas de souci à alterner à partir du moment où ça reste dans la communication et les médias. De toute façon, là, on va faire un petit retour dans le passé, si tu es d'accord, un flashback pour savoir un peu quel élève tu étais. Oula. Justement, tu étais assidue, rêveuse, bavarde. J'étais très scolaire. Ah, très scolaire. Ah ouais. Tu étais la bonne élève. Ah, de fou, de fou. En plus, ma mère m'habillait avec des petites jupes plissées à l'époque. J'avais ma petite chemise blanche. C'était un enfer d'ailleurs au collège parce que j'étais la seule habillée comme ça. Et jusqu'en 4e, j'étais un peu l'alien de service parce qu'on se disait mais qu'est-ce qu'elle fait comme ça. Mon premier jean, je l'ai eu à 14 ans. Ah oui, t'imagines le truc. Donc moi, imagine cette étudiante, donc cette petite élève. Toujours en jupe ou en robe? Ah, toujours. Ma mère m'habillait comme ça. Et puis donc, elle avait une fille, quoi. Petite fille modèle qui travaillait très bien à l'école. Et je me suis un peu rebellée. J'ai demandé un jean. T'imagines la rébellion? Folie. Et derrière ça, en ayant demandé mon jean, ça a un peu transformé les choses. C'est-à-dire que j'ai commencé à me lâcher un petit peu et j'ai été un peu moins bonne élève. Alors j'étais toujours très scolaire, mais un peu moins bonne élève à partir de la 4e. Oui, donc ça veut dire que toute ta petite enfance et ton enfance, tu es une très bonne élève. Tu es la première de la classe. Ah, j'étais la 2e. J'étais au coude à coude avec ma meilleure amie. C'était terrible. Avec ta meilleure amie en plus. Ouais, donc ouais. Amie avec l'autre intégré de la classe. Ouais, mais c'était cool. On se battait de temps en temps. Est-ce que tu as une anecdote particulière qui te vient? Une anecdote d'ailleurs. T'inquiète. Alors par rapport à mon côté très scolaire ou à l'école en général? Écoute-moi, à l'école, la seule chose qui m'a dérangée, c'est pour ça aussi que je fais du média training aujourd'hui, c'est que j'ai terriblement souffert de la prise de parole justement devant tout le monde. Quand on me disait, parce que j'étais très bonne élève, mais par exemple je ne participais pas. T'étais quand on me timide? disait, Sandra, vas-y, parle devant la classe ou expose quelque chose, je me sentais pas légitime et du coup je foirais tous mes oraux. Vraiment, à chaque fois que je prenais la parole, je foirais. Et ça m'énervait parce que je me disais, mais je connais la réponse, mais je ne sais pas comment faire pour mettre en forme tout ça et pour que ce soit sympa. Et je pense que c'est resté tellement ancré en moi que, tu vois, c'est devenu plus tard, après plus de 20 ans, un désir, tu vois, de transformer les choses en devenant coach en média training, tu vois. C'est lié. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Sandra Lou, pour la suite de Souvenirs d'écolier. À demain. Merci Malika, on retrouvera Sandra Lou demain pour de nouvelles confidences. Alors vous savez que le pain fera évidemment office, tartatin, pardon, excusez-moi, de Zap, forcément la semaine prochaine. J'espère bien. Donc je vous propose le Zap, voilà, de cette journée. Histoire de silence, on ne peut pas choisir tous les silences. Il y en a un dont on parle assez peu, en règle générale, pour raconter 54, le début des affrontements, c'est les massacres de Sétif, c'est 45. En fait, certains historiens font démarrer vraiment la guerre d'Algérie à ce moment-là. Alors, moi je dirais que la guerre d'Algérie commence en 1830. Je vous ai bien lu. Et l'opposition et le nationalisme algérien commencent dès cette époque-là. Bon, parce qu'il y a beaucoup d'historiens et beaucoup même de partis politiques qui aimeraient que la guerre d'Algérie ou les événements d'Algérie commencent en 54 par quelques rébellions et oublient 132 ans de colonisation. C'est pour ça qu'on rappelait l'histoire de cette colonisation hyper violente. Totalement. Hyper violente et d'une brutalité. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est la volonté des Français de changer tous les noms patronymiques des gens, des villages. C'est une violence symbolique qu'on n'imagine pas en fait. Avec des Saint-Leu et des... Enfin, j'ai plus Exactement. les noms en tête. Alors évidemment, on parle des exactions qui sont évidemment monstrueuses, mais il y a aussi une colonisation symbolique qui moi, m'a fait froid dans le dos. Colonisation des esprits. Colonisation des esprits. Mais pour répondre à votre question... 45 Sétif. 45 Sétif, c'est effectivement le moment où le drapeau algérien va apparaître et c'est le moment où effectivement la répression va être telle que derrière, le mouvement ne va pas plus pouvoir s'arrêter. Nathalie, encore une fois, vous êtes donc experte en prospective, en innovation. Vous suivez ces développements du métavers de très près avec un lab dédié justement aux questions de métavers à l'ISCOM. Quand vous entendez le modèle qu'Alban est en train d'exposer avec MetaQuark, vous vous dites quoi? Que oui, ok, on dépasse la simple transposition du MOOC dans un univers immersif avec cette proposition de métavers éducatif-là. Mais ça veut dire qu'il faut aussi redéfinir les règles du jeu. Comment faire cours dans le métavers? Comment le recevoir?
Alors nous, à l'ISCOM, on est un peu des bêta-testeurs. Je crois qu'on s'est bien trouvé là-dessus parce que ça fait donc 1 an qu'on réfléchit au sujet et le paroxysme de cette recherche aura lieu en juin, début juillet, parce qu'on va plonger nos élèves véritablement dans les mondes virtuels et on va leur demander d'imaginer. C'est des 5e années, donc ils sortent, ils vont avoir fini leurs études et on va leur demander d'imaginer ce qu'aurait été, comment ils auraient envisagé leur étude, leur parcours dans des mondes immersifs, totalement. Et en fait, évidemment, ils vont être équipés de lunettes. Alors là, je ne citerai pas la marque, mais on va les équiper de lunettes et on va leur demander vraiment, une fois qu'on a vécu l'immersion, parce qu'il faut vraiment le vivre pour comprendre comment ça... Et qu'on les aura un peu aiguillés, bien sûr, parce qu'on va leur faire des conférences, etc. On va leur demander justement d'imaginer Et ça va nous soulever énormément de questions, bien sûr, auxquelles on n'a pas encore les réponses, parce que c'est nouveau. Et ensuite, j'espère qu'on collaborera pour justement faire de cette grande métaverse de l'éducation quelque chose d'efficace. Parce que c'est surtout ça. Derrière l'effet d'annonce, il faut être efficace. Ça, c'est un petit peu... Et c'est pour ça que c'est important de faire du bêta-test, comme on essaye de faire à l'ISCOM. Et c'est intéressant parce que les professeurs, les élèves, on a vraiment un écosystème... différents, avec des approches différentes, et c'est passionnant. Comment s'articulent justement les cours par correspondance avec le CNED? Quel est le contenu de ces cours? Alors, le contenu de ces cours, on a des livres qui sont des leçons, et après, sur Internet, on a des activités qui nous permettent d'améliorer en faisant certains exercices ou certaines analyses de certaines matières. Vous avez des examens également à passer via le CNED pendant l'année scolaire? Alors, oui, j'ai des devoirs à envoyer. Donc, par exemple, en français, j'ai un commentaire de texte à faire, donc je le fais et je l'envoie. C'est un prof qui le corrige et qui me dit ce que j'ai fait de bon ou pas bon. Ou sinon, après, j'ai des QCM automatisés. Comment ça se passe en termes de mental? On parle beaucoup de mental, effectivement, quand on est sportif de haut niveau, mais vous dépensez... Alexandra et... alors c'est moins le cas, vous allez me dire Alexandra aujourd'hui, en tout cas, vous avez quitté un petit peu les tatamis, on va dire. Et Chloé, mais comment vous gérez justement cette fatigue parfois mentale pour, en plus, assurer vos cours? Parce que nous, je parle moi de mon expérience, moi j'étais en classe, donc il y a une certaine émulation, on est en cours avec du monde, après on rentre à la maison, on fait ses devoirs, mais vous êtes quand même toute seule et après une longue journée d'entraînement, j'imagine que c'est pas forcément facile. Alors, oui, c'est pas forcément facile, mais j'adore aussi étudier et j'ai tout le temps une philosophie que ma maman et moi, c'est qu'il y a le sport et les études. Parce que si j'essaye de faire du sport et aussi avoir de bonnes études, ce serait parfait. Parce que une après-carrière ou avec un nouveau projet, en ayant des études, ça m'aiderait beaucoup. On disait aussi que finalement l'éducation nationale est un petit peu en avance sur le monde politique. On va parler, alors d'abord parce que parmi les enseignants, il y a d'anciens soldats qui ont fait leur service, d'anciens appelés qui reviennent, qui ont vu et qui ne vont pas forcément se taire. Ils vont écrire des manuels scolaires, il y a une mémoire. Et en fait, même dès 1983, la guerre d'Algérie rentre dans les programmes scolaires. On peut dire 62-83, c'est long, mais la reconnaissance par l'État, c'est 99. Donc finalement, l'école était plutôt en avance. Et je pense que ce sont plutôt les enfants des soldats et les enfants des personnes concernés par la guerre d'Algérie directement qui ont fait ce travail, parce que les premiers, les appelés, il y a des travaux qui sont passionnants de recherche de Raphaël Branche notamment, sur le mutisme et sur le traumatisme qu'ont connu les appelés, qui sont quand même 1,5 million en France. La guerre d'Algérie, c'est quand même 7 millions de Français qui sont concernés de proximité immédiate avec la guerre d'Algérie. Donc ce n'est pas rien. Et pourtant, cette guerre d'Algérie, donc, comme vous le disiez, n'est apparue dans les manuels scolaires qu'en 1983, ce qui est énorme, puisque la guerre d'Algérie, le terme même de guerre d'Algérie, n'est rentré dans l'histoire de France, puisque la loi date de 1999. Donc on est quand même bien loin pour reconnaître que ces événements, comme on les appelait, étaient une guerre. Donc alors, après, on aurait pu aussi dire que c'est de la guerre d'Algérie. On aurait pu l'appeler guerre coloniale, on aurait pu l'appeler guerre de libération. C'est une guerre qui porte en elle-même tellement de guerres, tellement de destins, que c'est ça qui a rendu les choses très compliquées. Si vous parlez de MetaQuark, c'est parce que ce fameux métavers, ce campus
ouvert et cet univers immersif ouvert, c'est le nom que vous lui donnez, MetaQuark tout court. Je crois qu'au sein de MetaQuark, il y a 15 campus en cours de construction à l'heure actuelle. Ça représente 180 000 étudiants et étudiantes d'ici le mois de septembre. Et vous aviez estimé, je crois là aussi, le coût de ces campus, cette pluralité de campus, s'ils avaient été créés dans la vie réelle, ils coûteraient pas loin d'1 milliard d'euros, c'est ça? Oui, 1,2 milliard à quelques euros près, donc autant vous dire quelque chose d'assez inaccessible. Un point important, et merci de le rappeler, c'est qu'en fait, on a décidé de prendre un architecte de la vie réelle, qui s'appelle Manal Rajdi, qui est célèbre notamment en Asie pour un certain nombre de réalisations. Et ses attachements à l'environnement, à l'éco-conception, à la durabilité. Exactement, et même à sa conception de l'apprentissage, du transfert des connaissances, etc. Et on lui a demandé de recréer le campus idéal de demain. Donc, l'idée fondamentale, elle est de dire que chacun de nos clients a un campus. Ce campus, il peut être régulé en fonction de l'accessibilité par plusieurs typologies d'apprenants dans le campus ou non. Et on crée des jardins virtuels qui permettent de regrouper tout ou partie des apprenants de structures différentes, etc. Parce qu'effectivement, l'un des éléments clés du MetaQuark et du métaverse en général, c'est le fait qu'il soit jamais fermé, donc toujours ouvert, et que il se passe soit toujours quelque chose, y compris chez nous des couchers de soleil, vous voyez, on peut regarder entre amis un coucher de soleil, et en même temps rencontrer des personnalités qui feront la carrière de demain ou qui feront l'évolution de demain de chacun des apprenants, ce qu'on appelle plus généralement la sérendipité, la capacité d'apprendre par la rencontre avec quelqu'un d'autre. Quel conseil, toi, tu peux donner justement pour organiser son temps et l'optimiser ? Alors, forcément, c'est de perdre le moins de temps possible. Donc, utiliser chaque moment de calme, de répit, par exemple, entre 2 séances où on a un petit peu d'avance au dojo. Si on a le temps de se plonger dans les bouquins ou des choses comme ça, en fait, vraiment, quand on n'a pas le choix, on le fait. On le fait, et même si c'est pas facile, même si on voit les autres rigoler, etc., quand on a les objectifs en tête, après, tout s'organise autour de ça. Le plus important, c'est d'avoir des objectifs clairs. Ce n'est pas de se disperser, le risque ? Il n'y a pas des fois où on... Non, parce qu'en fait, à partir du moment où on arrive à basculer, à switcher d'une activité à l'autre très facilement, ça se fait en une fraction de seconde. Et je me souviens, quand j'étais en train de bachoter, je bachotais. Quand j'étais à l'entraînement, j'étais à l'entraînement. Et j'arrivais vraiment à scinder les deux activités. Je pense qu'on développe une gymnastique intellectuelle qui est assez impressionnante et qui permet de switcher d'une activité à l'autre. La passion l'emporte un peu sur les inconvénients aussi. C'est les objectifs, en fait, c'est le challenge, parce que quand on est sportif de haut niveau, on est compétiteur, on aime le challenge, c'est ça qui nous fait vivre. Et quand on a des challenges élevés et que on a cet esprit de compétiteur, on a envie d'aller au bout sur tous les fronts. Ouais. Il y a des études, il y a la compétition, comment on gère son énergie ? Alors, comment on gère son énergie ? On n'hésite pas à communiquer beaucoup à son entourage, à ses coachs, etc., sur la forme du moment pour pouvoir justement adapter un maximum l'entraînement. Et s'il faut pleurer un bon coup parce qu'on est stressé, parce qu'on a l'impression de tout rater, qu'on ne va pas y arriver, et auprès des parents, par exemple, moi, ça a été un soutien incroyable, quoi. Dès que j'étais en partiel, que je m'entraînais 2 fois par jour et que j'étais en partiel, que j'étais au bout, épuisée nerveusement, j'appelais mes parents, je craquais un bon coup. Hop, il me reboostait et derrière, c'était reparti. Donc ça, c'est important de communiquer et de ne pas hésiter à craquer aussi, à pleurer, parce qu'on est humain. Parce qu'on est humain, tout simplement, et que, vu votre rythme à toutes les deux, on peut le comprendre, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. Ouais. Alors que vous êtes à temps plein avocate, c'est ça ? Ouais, mais plus de 40 dossiers. Je m'entraîne. Alors maintenant, je m'entraîne que 4 fois par semaine parce que je suis enceinte. Félicitations. Merci. Mais oui. Donc le karaté, même enceinte, c'est... Alors, je fais pas de karaté, je fais du crossfit. D'accord. Voilà. Mais je m'entraînais 6 fois par semaine avant. C'est quand même assez dense, le crossfit aussi. C'est plus que dense, ouais. Oui, c'est plus que dense. Est-ce que pour autant les jeux vidéo en général rendent violents ? Eh bien, c'est un débat qui est assez récurrent. En tout cas, selon les spécialistes, les jeux vidéo ne rendent pas violents. En tout cas, les études ne montrent pas de lien de causalité entre un jeu violent et un comportement violent. Selon Vanessa Lalo, psychologue, clinicienne et spécialiste des comportements numériques, dans une interview à France Culture, explique que le jeu vidéo avec la compétition, ça induit, on a envie de dépasser l'autre, et c'est ce qui va créer une agressivité, peu importe le type de jeu, qu'il soit un jeu de guerre ou
ou oui, non, un jeu vidéo, mais qui soit de guerre ou un jeu. C'est juste le fait de vouloir gagner. Exactement. Heureusement, ça ne nous guette pas. Nous, on est hyper coopératifs. Exactement. Vigilance donc face aux jeux vidéo. Voilà pour le ZAP. Allez, c'est la fin de ce grand JT. Merci mes garçons, je peux dire ça, j'aime bien. Ça fait un peu, hein. Après ce côté féministe qui m'a moyennement plu là, tout ça tout à l'heure. Ça, il est catalogué. Ah oui, mais ça y est, là, je suis mort, ma carrière est morte. Ficha. C'est la fin de ce grand JT. On se retrouve demain à même heure sur scoottv.com évidemment ou canal 247 sur les Freebox. Merci Mickaël Dorian, merci Loïc Landreau. Merci à toute l'équipe de Scoot TV, en particulier Maguessel et Aguette Delannoy. Bisous.